faut bien comprendre, c'est que la forêt, alors tu l'as expliqué un peu dans le fonctionnement, en fait, c'est pas un gisement, c'est pas une mine. On a plein de miniers là, sur la table, ils sont là, mais voilà, c'est pas une mine, c'est-à-dire que c'est un système vivant. C'est-à-dire que la forêt, elle est le support de sa production. Et en fait, nous, ce qu'on fait forestier, on essaie juste de réaliser une gestion durable de ce système. C'est-à-dire que depuis des siècles, en fait, on essaye de gérer le fait qu'on ait un système qui soit stabilisé en termes on fait une récolte qui est adaptée à ce qu'elle peut produire. Mais on essaye de ne pas plus récolter que ça, parce que si on récolte trop, on risque d'avoir un système qui sera... on va enlever une partie du pouvoir productif de la forêt. Donc ça, c'est un système normal. En fait, on n'est plus en système normal. On n'était déjà pas en système normal parce qu'on est dans le temps forestier, et on le verra demain, on a eu une énorme progression historique de la forêt qui se sent encore aujourd'hui. Donc ça, on en verra les éléments demain. Et puis la deuxième chose, on est dans un contexte de changement climatique, et la forêt prend très cher là-dessus, progressivement, essence par essence. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est de se dire comment on gère cette forêt qui n'est pas un gisement, mais qui est un support de production et aussi d'autres services. Au passage, le système derrière, c'est la photosynthèse qui va permettre d'aller capter du CO2, de le fixer dans le bois, d'augmenter le carbone dans le bois, d'augmenter le stock, de libérer l'oxygène, c'est aussi un petit service, et puis après de fournir toutes sortes d'autres services écosystémiques. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et en même temps, support de production d'un matériau renouvelable qui va avoir de plus en plus d'importance dans la société de demain. Alors, vous avez utilisé le mot de biomasse, les jeunes aussi pour parler de construction. Nous, on parle de bois d'œuvre. La biomasse, c'est un terme qu'on n'aime pas énormément, c'est-à-dire qu'on a une articulation des usages de notre bois. Et en fait, nous, les forestiers, on travaille pour faire des belles grumes de haute futaie, c'est notre Graal. Et quelque part, on récolte du bois énergie tout le long du cycle, et on récolte aussi du bois industrie. On a une articulation des usages, mais nous, on veut faire surtout du bois matériau. Et ce bois matériau, il va avoir un rôle essentiel dans la société décarbonée de demain, parce que si on met par exemple plus de charpente dans nos toitures, on pourra peut-être mettre un peu moins d'acier, ou peut-être un peu moins de béton, et on aura un impact direct en économisant des matériaux énergivores. Donc en fait, on est aujourd'hui, on est en train de passer d'un système d'injonction contradictoire à un système de réflexion, de gestion de cet ensemble de systèmes. Il y a l'écosystème forestier et puis le système derrière de production de matériaux renouvelables. Et on essaie de voir comment on peut prendre en charge cette gestion et prioritairement adapter nos forêts et voir comment on peut continuer à apporter ce service de production de matériaux comme en même temps les productions d'autres services écosystémiques. Voilà, je ne fais pas très long parce que je n'ai pas trop de support, donc sinon je vais vous saouler, mais on pourra discuter après si vous avez des questions. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, moi je suis l'agronome de service, et donc évidemment, par rapport à mes amis forestiers, eux ils sont dans le temps long, nous on n'est pas dans le temps long, on est dans le temps court. Mais je vais quand même essayer de répondre à la question de cette neutralité carbone, parce que c'était quand même bien ça la question, neutralité carbone et biomasse. Et je rappelle que les enjeux sont majeurs, et quand on dit neutralité carbone, je rappelle qu'en France, ça veut dire diviser par 6 les gaz à effet de serre. Enfin, je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire diviser par 6 les gaz à effet de serre. Moi je veux bien qu'on le répète 150 fois, mais essayez de réfléchir à ce que ça veut dire. Et derrière ça, on a plusieurs secteurs de l'économie qui sont concernés, le transport, l'industrie, l'agriculture, le bâtiment. Alors, la forêt peut répondre à plein de ces enjeux. L'agriculture, elle aussi, peut répondre à plein de ces enjeux. Je vous rappelle qu'on doit d'abord commencer par se nourrir. Moi, je veux bien qu'on fasse de l'énergie, je
Je veux bien qu'on fasse plein de choses, mais la première des choses, c'est de se nourrir. Et de se nourrir de manière durable. Et si on pouvait se nourrir en étant en bonne santé, ça serait encore mieux. Et donc, par rapport à cette question, je rappelle que plus de 80% des surfaces agricoles aujourd'hui sont en destination de l'alimentation animale. D'accord? Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez spécifique. L'agriculture a cette spécificité d'utiliser un grand nombre de surfaces pour les animaux. Et puis deuxième spécificité, on est quasiment les seuls à parler de méthane et de N2O. Donc CH4 et protoxyde d'azote, qui sont ces deux gaz qui, à plus de 80%, proviennent du monde agricole. Et donc, il faut qu'on arrive à gérer une alimentation durable, une décarbonation, et puis il faut qu'on arrive à se débarrasser de ce CH4 et de ce N2O. Donc en termes d'enjeux, alors ils ne sont pas forcément contradictoires, mais ils peuvent l'être. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire de manière simple et synthétique? J'ai la chance d'avoir écouté l'ensemble des présentations depuis hier midi. Alors, j'ai en face de moi l'IFPEN, qui veut plein de biomasse pour le carburant, sous toute forme. Alors, carburant, à partir de biomasse. Alors, biomasse agricole et ou forestière. On a eu quelqu'un qui nous a parlé tout à l'heure, pour le bâtiment, vous nous en avez parlé, il faut du bois d'œuvre pour la construction. D'accord? Voilà, je distribue. La chimie. Alors, pas verte. La chimie durable. J'ai bien compris qu'il ne fallait plus utiliser le mot chimie verte. Ah oui, mais moi, je veux d'abord nourrir les gens. Vous voyez, chacun voit midi à sa porte dans son système. Et l'alimentation, aujourd'hui, je rappelle que c'est 30% des gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, on mélange tout un tas de choses, là, production, GES, et en fait, je vais être très clair avec vous, je crois que c'est une des premières fois de ma vie que je suis assis à côté de forestiers, de chimistes, et que dans la salle, j'ai des chercheurs sur les carburants de synthèse. Et en fait, je tire de tout ça, vous m'avez entendu depuis ce matin, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde, même si on fait des efforts. C'est-à-dire que, je vous ai expliqué ce matin que 85% des surfaces agricoles étaient dédiées à l'alimentation animale. Donc si on veut pouvoir récupérer de la biomasse pour faire autre chose, il va falloir faire quoi en premier élément? Changer notre assiette. Est-ce qu'on est tous ici d'accord pour avoir une modification significative de l'assiette? Les modélisations montrent que si je divise par 2 ma consommation en viande, je ne suis pas là du tout pour vous transformer en végétarien, je récupère 30 à 40% des surfaces agricoles. L'équivalent de 7 millions d'hectares. C'est pas mal. Mais est-ce que malgré tout, ça pourra faire la maille de tout ce qu'on a entendu depuis ce matin? Vous avez entendu un énergéticien venir nous dire qu'il voulait des dizaines et des dizaines de térawattheures de biométhane. Charlène nous a dit qu'il fallait beaucoup, alors elle ne nous l'a pas chiffré, mais elle va me le chiffrer. 7%, 6 ou 7% en 2030, c'est ça, hein, 6 ou 7 dans l'aviation. 7% des carburants de l'aviation devront être, comment on dit, verts, durables? On ne sait pas. Bon, en tout, renouvelables, voilà. Donc si on fait toutes ces sommes, et on va faire l'exercice, et je promets à l'association de faire le calcul, et de vous envoyer un peu les éléments, parce que moi, en termes de message que je peux vous faire passer, c'est que rien que par rapport à ce que l'agriculture, à ce qu'on lui demande, on est déjà en très forte tension. Si les gens du carburant veulent en plus de ma paille, si les gens de l'habitat veulent aussi de ma biomasse pour je ne sais pas quoi faire pour la rénovation thermique, on ne va pas y arriver. Et surtout qu'en plus, je rappelle qu'on n'a pas commencé à changer notre comportement alimentaire. Donc, on est face à un mur. C'est formidable, tous les gens qui sont là sont des gens
hautement informés, hautement motivés. Donc en fait, ce n'est pas vous qui m'intéressez. C'est tous les autres. C'est comment on fait pour créer un vrai débat. Vous avez compris, un certain nombre d'entre vous, que là, vous avez des biologistes en face de vous. Le sujet est-il complexe? Le sujet fait mal à la tête. Comment on va réussir à former et informer à la fois le citoyen, mais à la fois le politique, pour proposer un vrai récit qui tienne debout. Quand je parle du récit, c'est pas une histoire, une belle histoire, un vrai récit, un vrai scénario qui intègre la totalité des enjeux dont on parle en ce moment, en tenant compte de tous les aléas qui nous arrivent sur la tête et qu'on n'avait pas prévus, ou moins prévus, en tout cas du côté agricole. Moi j'aime bien faire face, ajuster, transformer. On est en plein dedans. Sauf qu'on peut réagir un peu plus vite que vous, peut-être. Mais c'est pas garanti. Donc pour terminer, moi le message que je veux vraiment faire passer aux jeunes aujourd'hui, là, parce que moi ça y est, oh là là, 2050, comment vous dire, je pourrais ne pas m'y intéresser. Ayez l'approche systémique. Ayez vraiment une réflexion systémique sur l'ensemble, parce qu'en fait, moi j'ai quand même l'impression que chacun arrive en disant « moi je veux ça, débrouille-toi ». Moi je veux ça, toi débrouille-toi. Et ce serait bien, mais c'est grâce à vous. Moi je remercie vraiment l'association d'avoir organisé ce débat, ces successions d'échanges, et après ces débats au café, etc., etc., moi qui me font comprendre que il faut absolument qu'on arrive à avoir un vrai débat transversal et systémique, parce que sinon on ne va pas y arriver, quoi. On ne va pas y arriver. Et là, je fais aussi passer un petit message à nos amis de l'association. Peut-être que dans 15 ou 20 ans, on aura une solution pour la production énergétique. On en a parlé. Mais ça va nous prendre à minima 15 ou 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait dans les 15 ou 20 ans qui arrivent? Il va quand même bien falloir qu'on trouve des solutions qui soient adaptées à l'ensemble des enjeux qu'on a vus aujourd'hui. Et du côté de la forêt, j'ai cru comprendre que 15 à 20 ans, c'était une dynamique bien trop courte pour aller sur ce genre, pour pouvoir commencer à se dire comment on fait changer les choses. Je vous remercie. Et on commence le débat. Ouais, moi je veux bien réagir sur le divisé par 6, les gaz à effet de serre. C'était dans la SNBC 2, oui. Et ce que j'ai dit, c'est que c'était à l'époque où on était très optimiste sur la forêt. On avait 13%, voilà. Ben là, c'est plus du tout ça. En fait, le puits s'est effondré de 50%. Donc, il faudrait peut-être plutôt diviser. Ouais, voilà, c'est plutôt par 10, je pense. Et la deuxième chose, c'est pour remettre un petit peu les choses à plat. Demain, je parlerai des études prospectives qui ont été faites. Elles nous donnent un peu des ordres de grandeur. Mais là, ce soir, ce que je voudrais donner comme ordre de grandeur, c'est quand même qu'aujourd'hui, l'IGN nous dit qu'on récolte environ 53 millions de mètres cubes de bois, pour environ 20 millions de mètres cubes de bois d'œuvre, 11 millions de bois industrie, et le reste, c'est de l'énergie. Et ce que j'ai bien dit, c'était raisonner en articulation. Dans le cycle, on a des périodes où on récolte plutôt du bois, des petits bois pour l'énergie, des bois un peu plus gros pour l'industrie, et après du bois d'œuvre. Les prospectives de l'ADEME 2050 qui font des évaluations de ce qu'il faudrait comme biomasse que pour les biocarburants, c'est 21 millions de mètres cubes. Donc ça veut dire que c'est comme si on disait on fait plus de planches, tout part. Voilà. Bon, moi je disais ça me fait un peu mal, je préfère arrêter de prendre l'avion, ça fait déjà un moment que je ne le prends plus. Mais voilà, juste pour dire qu'effectivement dans les usages, il va falloir arbitrer. Avant le débat, on peut applaudir les intervenants. Moi, j'aurais un mot à dire sur ce qui a été évoqué, c'est que nous, là, on est réunis avec ces différentes filières et la difficulté qu'on a au niveau politique, c'est que c'est autant de ministères différents. Et moi qui ai essayé qui ai été mandatée pour aller expliquer des stratégies d'adaptation au ministère, en fait, c'est plein de
contradiction entre le ministère de l'Agriculture et de la Forêt et le ministère de la Transition écologique. C'est incompatible. Il faut déjà se taper les deux réunions avec les deux ministères et on se rend compte que les solutions, même entre ces deux services, ne discutent pas. Alors si on rajoute l'énergie, si on rajoute les transports, c'est encore d'autres ministères. Donc là, il y a une vraie difficulté d'éclairage politique par les scientifiques, c'est-à-dire que les alertes sur ces choses contradictoires qu'on demande à nos systèmes de production vivants, ça bug assez rapidement dans ces sphères-là. Et donc, moi, je suis complètement sortie épuisée de ça parce que j'ai eu l'impression que c'était complètement inefficace, tous les efforts qu'on pouvait faire pour expliquer ces enjeux. Alors, on a eu quand même cette révision de la SNBC qui vient un petit peu de tout ça aussi, hein, des alertes qu'on lance. Donc voilà, donc moi, à titre personnel, ma réaction après 10 ans de débat dans les ministères que j'ai jugé stériles, sur l'adaptation, je suis moins intervenue sur l'atténuation, me font penser exactement ce qui a été évoqué, c'est que l'autre levier qu'on peut avoir, c'est d'essayer de faire changer par la société. Et c'est une des raisons, une de mes motivations pour aller vers plus de recherche participative et citoyenne, pour essayer de faire changer, non plus par le politique, mais par nous, société. Il faut quand même rendre justice au secrétariat général à la planification écologique, parce que, alors qui a sauté, qui est encore branlant, enfin, qui existe encore quand même, mais qui a fait un travail remarquable. Parce que, enfin, franchement, effectivement, il y avait des réflexions en silo, domaine par domaine, début 2022, et ils ont vraiment fait un travail transversal extrêmement, qui reste en fait, ce travail-là, il reste. Ils ont produit des documents extrêmement lucides, en interaction très très forte avec les différents secteurs, en écoute avec tous ces secteurs. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait pour la forêt une très très bonne écoute, et ça, je pense qu'il faut le saluer, il faut aller se nourrir. Les jeunes, il faut aller lire tous ces documents, ils sont incroyablement accessibles, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est important. Bon, c'est pas non plus fini, quoi, mais pour le coup, il y a quand même eu ça dans le paysage. C'est pas neutre. Et puis la stratégie nationale bas carbone 3, elle n'est pas encore sortie, en fait. Elle est encore... Non, mais merci. Je peux rajouter... Alors, moi, à mon avis, il y a une chose, mais je crois que tu l'avais soulevé, Yves, pendant ta conférence. Il y a une des difficultés, c'est l'arbitrage de tout ça. Parce qu'effectivement, bon, si je prends du bois pour faire l'ameublement, la chimie, l'énergie, etc., je pense qu'il faut regarder les différents scénarios, regarder quel est le scénario le plus durable, on va dire, alors qui n'est peut-être pas la chimie, effectivement, mais il faut regarder tout ça. Et finalement, qui arbitre tout ça? Parce que si on décide de changer un scénario 1 pour aller vers un scénario 2, ça veut dire quand même qu'en termes d'emploi, on va également éteindre des filières pour en rallumer d'autres. Je ne vois pas un politique arriver en disant... très provocateur, par exemple pour la filière bovine, on arrête, comme tu dis, on divise par deux, allez dire un agriculteur terminé sur la filière bovine, on va faire par exemple des produits chimiques, c'est compliqué. J'aimerais pas et je ne sais pas comment on va arbitrer ça en fait. Ça c'est la grande question, à mon avis, qui va arriver. Donc là c'est le moment des questions et des interactions si vous avez besoin. Merci parce que tout ça c'est complémentaire. Moi je me dis finalement on est devant une contradiction en fait. On est dans une panade noire, on a vu, on ne va pas y arriver, etc. En même temps, je pense qu'il faut qu'on dise à nos technocrates et à je ne sais pas qui qu'il faut arrêter les délires et de redevenir raisonnable, quoi. Le je serai neutre en machin, je vais faire tous ces chiffres délirants d'objectifs qui n'ont pas l'ombre du début d'un commencement de trajectoire, même si peut-être il y a un petit peu de boulot qui ça s'est fait, qui se fait. Je pense qu'il faut redevenir raisonnable. Moi, il y a un truc qui m'énerve personnellement, c'est le coup de la neutralité carbone, parce que c'est une façon aussi de botter en touche et de dire non, mais on ne va pas tout faire, mais derrière, alors la forêt, et j'ai compris qu'elle était en baisse, mais on l'a déjà utilisée, je ne sais pas combien de fois pour compenser ce qui restera. C'est peut-être pas grave finalement en 2050 qu'il reste du carbone si on a divisé par 6 ou par 8, et ça parle plus, parce que finalement neutralité carbone, on dit finalement on va faire, puis on compensera le reste, et puis ça va aller. Si on commence à dire qu'il faut diviser tout par 6 ou par 7 ou par 8, je ne sais pas combien, je pense que ça interpelle un peu plus. Et après je pense que, enfin, moi j'ai pas envie de désespérer complètement du politique quand même, parce que sinon
voilà, je ne sais plus à quoi on sert. Nous, on va continuer avec nos petits bras, on n'est pas beaucoup, etc. On a eu, nous, quand même, dans d'autres domaines, récemment, sur d'autres domaines qui n'ont strictement rien à voir, quelques réactions quand même plutôt positives. Et on a quand même quelques politiques un peu courageux parfois, et espérons et faisons le pari qu'il en existe encore un peu, qui sont capables d'aller un petit peu dans le dur, et de passer aussi au-delà d'administration et de cabinets qui sont autour d'eux, et qui ont une petite tendance à leur dire un peu ce qu'ils ont envie d'entendre, et pas trop de mauvaises nouvelles, de façon à pas trop les perturber. Donc on ressent ça aussi tous ensemble. Donc, enfin, moi, ce qui me frappe, c'est cette contradiction entre on nous raconte à peu près n'importe quoi un peu partout, donc on se berne derrière des trucs totalement impossibles. Je cite personne, mais il y en a qui ont un peu compris. Mais en même temps, à chaque fois que vous parlez, on voit que la situation elle est quand même sacrément encore plus compliquée que ce qu'on pensait. Donc, les jeunes, vous avez du boulot pour trouver les voies pour sortir de tout ça et pour convaincre tout le monde. Il faut y aller tous azimuts. Enfin, je sais pas. Mais cette contradiction, moi, me frappe. On est dans la panade, mais il faut rester... voilà. Oui, voilà. En fait, il y a une réflexion portée par les sociologues, parce que là, en fait, nous, on est des super techniciens. Il faut aussi qu'on se fasse aider par d'autres gens que simplement des ingénieurs. Les ingénieurs, ils font des calculs, les biologistes aussi. Et à un moment, il faut aussi comprendre, que ce soit des économistes, des philosophes. Donc il faut vraiment qu'on ouvre notre champ. Et dans le domaine de l'agronomie, on a travaillé avec des sociologues et ils parlent de ce qu'on appelle les verrouillages sociotechniques. Un verrouillage sociotechnique, c'est simple. C'est vous regardez les acteurs qui ont intérêt à faire changer les choses. Et là, vous faites la liste des acteurs et en fait, il n'y en a aucun qui a réellement intérêt à faire changer les choses. Parce qu'en fait, telle boutique va vendre à telle boutique, qui va elle-même vendre à telle boutique. Et je vais vous donner un seul exemple que vous comprendrez assez vite. Dans la plaine alsacienne, on fait beaucoup de maïs. D'accord ? On l'irrigue. On lui met de l'azote minéral sur la tête et vous obtenez des rendements formidables. Et ce maïs, on en fait du maïs grain, puis vous le vendez, on ne sait pas trop à qui. Et un gars qui a dit un jour, mais pourquoi on fait du maïs? Pourquoi on ne ferait pas du soja? Soja en alimentation humaine. En fait, le soja, il a un intérêt, c'est que c'est une légumineuse. Et donc, j'ai pas besoin d'acheter, de prendre de l'azote. Je vous ai expliqué depuis ce matin la problématique de l'azote. Sauf que les coopératives ou les organismes d'agrofourniture, ils ne vendent plus d'azote. Donc ça n'intéresse personne. Toutes les filières d'exportation du maïs à l'international, ça n'intéresse personne. Donc en gros, il faut se poser la question, quel acteur a intérêt que les choses bougent? Si vous regardez, il n'y en a pas tant que ça, qui ont vraiment intérêt à ce que ça change. Alors après, on en a déjà parlé ce matin, il y a une question fondamentale, c'est la santé. Moi je pense que si on faisait piloter nos politiques, pas forcément par l'énergie, par le transport, mais par la santé, en tout cas sur la partie alimentation, on arriverait à changer pas mal de choses, et, sauf que c'est là aussi une approche. En fait, là aussi, les grands laboratoires ont-ils vraiment intérêt à ce que demain on soit en pleine santé? Alors là je fais un peu de caricature, mais c'est pour leur en mettre aussi un petit coup pour eux. Voilà. Juste un commentaire sur la remarque sur les annonces sur la neutralité carbone 2050. C'est clair que là ça va être très compliqué. Par contre, ça a eu un effet positif, et là je vais parler pour la recherche, c'est qu'il y a eu énorme, du coup comme ils ont annoncé ça, il y a eu énormément de levées de fonds, cette fois-ci pour la recherche. On n'a jamais eu autant d'argent dans les laboratoires que pour travailler justement dans ces domaines-là. Donc, si on cherche un côté positif, là, bien sûr, parce que j'attends les coupes budgétaires, mais effectivement, ça a été le côté positif. Alors, beaucoup sur l'hydrogène. Oui, alors c'est intéressant parce qu'au départ, comme je disais tout à l'heure, c'était très axé biosourcé, chimie, voire même carburant, et il y a eu un shift très clair vers l'hydrogène. Oui, mais le risque, c'est que tous les petits copains qui ne travaillent pas dans ces domaines-là, eux, ils ont des baisses de budget. Ah bah c'est le risque du financement de la recherche sur appel à projet. Il y a toujours un dégât collatérale. Je propose qu'on passe à la question suivante. Déjà, merci pour vos différentes approches sur le thème.
J'ai me concernant une question qui va dans le sens de l'approche systémique. J'ai remarqué au niveau de la diapo 12 ou 13, lorsque je pense Nathalie Brida présentait, vous avez présenté des régions et j'ai remarqué que c'était les régions qui possédaient la plus grande surface en termes de forêt qui allait dans le sens qui produisait en fait du carbone en griffe. Voilà. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien? Si j'ai bien compris. J'avais remarqué deux grandes zones en fait. Oui, non, la région Grand Est, effectivement, est une très grande région forestière, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'arbres que ça a plus souffert, on va dire, c'est parce que ça a été une des régions où l'anomalie climatique a été la plus sévère. Donc on est une région qui habituellement n'est pas super sèche, hein, le Grand Est, on est plutôt bien arrosé quoi, en général. Donc là, on a eu une anomalie de sécheresse particulièrement atypique qui était une des pires que nos forêts aient connues, quoi. Donc c'est surtout l'intensité du choc et le fait qu'il ait été récurrent 3 années de suite, 18, 19 et 20, 18, 19 et 20, 3 années de suite qui là ont fait basculer beaucoup d'arbres de vie à trépas, quoi. Et c'était pareil pour la région de la Nouvelle-Aquitaine. Parce qu'en fait, dans les deux régions rouges, il y avait la région Hauts-de-France, à côté de la région Grand Est. Alors la région Grand Est, c'est une des régions les plus forestières. Donc effectivement, quelque part, elle a été très fortement impactée, et c'est pour ça qu'on a cette région qui est devenue source de carbone. Mais pour le coup, Hauts-de-France est devenue source de carbone, mais avant, c'était très petit puits de carbone, hein, donc c'est passé juste au-dessus, c'est vraiment pas grand-chose. Et la région Aquitaine, en revanche, en fait, c'est très intéressant de regarder le puits dans le long terme. Parce qu'en fait, alors demain je vous montrerai le puits national et le fait qu'il a connu des chocs énormes déjà, hein, qu'on ne regardait jamais, on s'en fichait, peut-être pas d'ailleurs à tort, hein, mais pour le coup là on le regarde maintenant donc on s'affole. Typiquement la région Aquitaine en fait, a connu deux grands chocs, en 99 la tempête de Lothar-Martin et en 2009 la tempête de Klaus. Et en fait c'était une région qui était très très productive, avec une essence, pas maritime principalement, qui est à courte révolution, ils font des révolutions sur 40-50 ans, donc qui était très à l'équilibre en fait. C'était une région où il y avait une gestion où la récolte était très équilibrée avec la production, on était vraiment en équilibre. Et en fait, quand il y a eu ces chocs, alors pas trop Lothar-Martin, et quand il y a eu le choc de Klaus, ça a conduit à un rajeunissement massif de cette zone. Et donc après 2009, on a vraiment perdu énormément du puits forestier de la région Aquitaine, mais par contre aujourd'hui c'est un puits très important. C'est une grande région forestière, l'Aquitaine aussi, et là par contre pas du tout baissé, parce qu'en fait c'est le moment où les arbres sont les plus jeunes et les plus productifs. Donc en fait il faut voir que le puits c'est pas quelque chose, on a une idée en fait de la forêt un peu immuable, qui est stable, etc. C'est pas vrai du tout, la forêt elle bouge. Et ça nous énerve, nous forestiers, quand les gens hurlent parce qu'il y a un arbre coupé. C'est la vie, enfin, on râle pas quand il y a un bout de maïs qui est coupé, quoi. C'est juste que le cycle est plus long. Mais on vient quand même de temps en temps couper des arbres, ça fait partie du cycle. Et là, donc, voilà, c'est un rajeunissement, et donc c'est pas tout à fait... Si on veut aller plus dans le volet approche systémique, est-ce que vous pensez que le fait qu'on en a, c'est juste pour savoir, est-ce que vous pensez que le fait qu'on en a, en fait, qu'on se dise qu'on en a assez, puisse influer en fait sur la capacité d'utilisation et donc d'impact? C'est plus la même question, mais juste pour savoir. Je demandais en fait, si je veux mettons concrètement sur l'approche systémique, là c'est plus la même question, c'est de savoir est-ce que pour les populations du fait qu'on en a assez, du fait qu'on se dise qu'on en a assez de forêt, est-ce que vous pensez que ça puisse aussi impacter l'utilisation de cette dernière et donc augmenter voilà, la masse de carbone? En tout cas, c'est clair, on verra demain, c'est qu'on ne peut pas dans le court terme. En fait, la difficulté, c'est que pour répondre à votre question, ce qui est important, c'est de réfléchir dans le temps long forestier. C'est-à-dire que, enfin, je vais être caricaturale pour essayer de vous faire toucher du doigt cette question. Si on réfléchit à court terme, si on réfléchit sur les 5 premières années,
l'efficacité la plus forte là-dedans, ça va être triste, mais ça va être d'arrêter de couper tout, parce que même si on a du dépérissement, on va avoir du bois mort qui va rester un temps en carbone au sol, et puis on va avoir la forêt sous cloche, on va plus du tout avoir de récolte, mais sur un moment, on va peut-être augmenter le puits. Par contre, après, la forêt, elle a surcapitalisé, on va faire exactement le contraire de ce que nous a dit Nathalie sur des sylvicultures économes en eau, hein, qui vont demander qu'au contraire, on fasse attention à ne pas avoir un capital trop important. On ne va plus non plus être derrière les arbres dépérissants pour les enlever, etc. Et donc, on va avoir un moment le système qui va s'effondrer. Et donc, à un moment, on n'aura ni le pluie, ni la production. Donc, en fait, on est obligé de réfléchir sur un temps plus long. Et si on réfléchit sur un temps plus long et qu'on réfléchit à l'adaptation, ben, le choix qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, et ça va dépendre, c'est pas un choix univoque, hein, on fera ce choix en global, mais on va le faire surtout contexte par contexte, et on va réfléchir à prioritairement adapter notre forêt. Parce qu'en fait, on a une difficulté, nous, majeure aujourd'hui, c'est qu'on a plein d'essences qui ne sont plus adaptées, ou en tout cas qui sont en grande difficulté, qu'il va falloir enrichir. Pas forcément toutes les remplacer, mais en tout cas les enrichir avec des essences plus résilientes, faire plus de mélange parce que ça donne de la résilience. Donc voilà, on va être obligé d'adapter nos forêts. Et quelque part, ça va demander, ça nous oblige à faire des prospectives et à regarder comment gérer. Si on accélère l'adaptation, on va sans doute faire un choc sur le puits forestier, récolter plus temporairement. Enfin voilà, et on est obligé de réfléchir à la gestion durable dans un contexte d'incertitude, des changements climatiques. Voilà, donc on est dans... Voilà. Ça ne répond pas complètement à votre question, mais il n'y a pas de solution. Oui, alors j'ai une pensée pour Henri Prévost, qui n'est pas présent ici, mais qui nous dit que le carbone n'a pas de frontières. Donc, est-ce qu'on peut avoir un tableau à l'échelle mondiale? Je crains que la réponse ne soit pas beaucoup plus enthousiasmante, mais peut-être que vous pouvez en dire un mot. Je vais vous dire que pour les dépérissements et les mortalités, c'est une tendance mondiale, c'est-à-dire que la mortalité augmente partout, pas les mêmes années, pas au même moment, parce que les événements, les crises climatiques sont pas synchro sur toute voilà, une fois c'est en Australie, une fois c'est aux États-Unis. Vous avez vu les méga-feux, c'est pareil, on en entend parler tous les étés, mais à chaque fois pas au même endroit sur la planète. Les dépérissements touchent maintenant aussi, et induits par sécheresse également, les forêts tropicales. Donc je dirais que voilà, on est de plus en plus dans des réseaux planétaires, hein, de collègues qui travaillent sur les mortalités d'arbres. Et finalement, tous les ans, il y a un pays qui est particulièrement concerné, soit par les incendies, soit par les vagues de dépérissement, soit par des épidémies d'insectes. Donc ça, c'est pas directement le climat, mais souvent les insectes sont des organismes vivants qui sont très sensibles à la température. Donc il y a une dépendance aussi de ces deux aspects, température et épidémie de ravageurs. Donc globalement, en ce qui concerne les mathématiques, c'est un peu malheureusement partout dans le monde la même chose, pas trop, avec des décalages dans le temps et en fonction des continents, les crises ne sont pas au même moment. Pour compléter, alors c'est vrai que là-dessus, ce que tu dis sur les forêts tropicales, il y a une grosse angoisse, hein, parce que nous en Guyane, on a maintenant des alertes vraiment documentées sur le fait que toute la partie ouest est en fort dépérissement, et alors carrément pour des histoires de trop d'eau. C'est-à-dire qu'avec El Niño, c'était même pas de la sécheresse, c'est carrément qu'ils ont mis les pieds dans l'eau trop longtemps. Donc là, il y a un problème parce que c'est une forêt normalement à l'équilibre. Si on commence à perdre du stock, on va prendre cher au niveau du carbone. Et juste pour donner juste un autre message un peu, pour dire qu'on peut faire des choses, c'est quand même important. Il y a une publication qui vient de sortir là, de Pan et al, qui vraiment, qui a publié déjà précédemment un bilan carbone au niveau mondial, et là qui vient de republier quelque chose avec un bilan où les forêts tempérées finalement ont quand même un rôle très intéressant en termes d'atténuation et en termes de captage de carbone. Avec, alors moi je me suis dit, mais alors comment ça se fait? Parce que quand même en France on n'est pas très bien, en Europe en général on n'est pas super bien, comment ça se fait? Enfin, en Amérique du Nord c'est quand même pas non plus pas super la panacée.
Donc je me demande comment ça se fait que les forêts tempérées s'en sortent si bien. Et c'est la Chine qui tire, parce qu'en fait ils ont planté énormément, et c'est eux qui tirent le puits carbone au niveau mondial. C'est pour ça que la forêt... Et bien parce qu'ils ont planté il n'y a pas très longtemps des essences qui sont très productives et voilà. Je me permets de vous poser aussi une question. Comme vous êtes 4 profils différents, tout à l'heure vous avez parlé santé, Monsieur Leroux, et je me demandais si vous aviez une approche, une seule santé, notamment dans la gestion, pas seulement forestière, mais en chimie, etc. Parce qu'on parle de neutralité carbone, et vous disiez que c'était finalement, c'est une manière aussi de fonctionner en silo, la neutralité carbone. Et donc je me demandais si, voilà, en termes d'approche transversale, pareil, vous en parliez tout à l'heure. Oui, alors l'approche One Health, ça fait un petit moment qu'on la travaille. On a la chance sur le territoire du Grand Est, alors je ne vais pas faire de politique, d'avoir un député qui a beaucoup travaillé sur l'approche One Health, en particulier à la base du programme Ecophyto. Il a tenté de faire diminuer dans le Grenelle de 2008, ça vaut le jus quand même que je passe 30 secondes à vous expliquer ce qui s'est passé. En 2008, on est sur une consommation de phytosanitaires très importante, trop importante, et on a ce député qui dit il faut quand même qu'on arrive à faire quelque chose. Et donc ça part de Sarkozy, qui était pourtant pas très écolo, mais il fait le Grenelle de l'environnement, et on écrit « il faut arriver à faire moins 50% de phytosanitaires ». Formidable. Vous savez, ça fait les navettes Assemblée, Sénat, et ça revient du Sénat en disant « moins 50%, virgule, si possible ». Donc ça ne s'est pas fait, et aujourd'hui il y a un nouveau plan Ecophyto 2+, dans lequel on dit il faut un sol, la santé du sol, la santé des êtres humains, la santé des animaux, sous un concept global qui s'appelle le concept une seule santé, et qui peut-être, c'est peut-être une des solutions de sortie pour essayer d'avoir une vraie approche systémique, de rentrer sur le concept d'une seule santé, parce que là, en plus, dans ce concept, on voit arriver le corps médical, qui est là, et qui est, à mon avis, pas du tout traité aujourd'hui, quand la partie médecine, elle n'est pas du tout mise dans la logique de cette transition, elle n'est pas autour de la table, alors qu'à mon avis, elle pourrait être très présente, en particulier sur la question alimentaire, etc., etc. En tout cas, moi, je peux vous rassurer qu'à INRAE, c'est une dimension qu'on travaille beaucoup, dans laquelle on a la santé, enfin, on a les 3 composantes. On a à la fois l'agronomie et la production, on a la transformation, l'alimentation, et on a la santé humaine dans cette dimension-là. Donc, côté de la filière, on va dire, agro et alimentation, c'est fait. Et nous, forestiers ou écologistes, on travaille beaucoup sur ces notions de santé des écosystèmes. On parle de santé des sols de plus en plus. Et donc on se rapproche d'eux. Mais alors, pour l'instant, on n'a pas les mêmes mots. On n'utilise pas. Enfin, on a encore vraiment des grosses difficultés, on va dire, de concepts en fait qui ne sont pas partagés. Mais donc on y travaille et on a des programmes interdisciplinaires et inter même, on va dire, direction scientifique, parce que c'est pas du tout la même chose, l'écologie, l'alimentation et l'agronomie. Chez nous, c'est trois piliers de l'établissement, et donc on essaye de construire des choses transversales sur ce concept-là. C'est pas encore opérationnel. Alors sur l'aspect santé, pas trop mon domaine, je ne vais pas répondre sur cet aspect-là, mais bien évidemment qu'il faut travailler à plusieurs. Et le problème, c'est qu'en fait, chaque discipline pense avoir la solution. Et je vais prendre un exemple simple. Par exemple, on a beaucoup parlé de l'ammoniac, ce procédé Haber-Bosch. En fait, il faut savoir que sur 100 bouteilles d'ammoniac qui sortent du procédé Haber-Bosch, qui a pour but initialement de nourrir la planète, il n'y en a que 4 qui se retrouvent dans nos assiettes. Ça veut dire que entre la production d'ammoniac et ce qui va arriver réellement comme ammoniac dans les assiettes, d'azote, on a perdu 96%. On a perdu 96% parce qu'on ne range pas non plus toute la plante,
il y a de l'azote qui n'a pas été capté par les plantes non plus pour pousser, etc. Donc vous voyez bien que même si demain, il y a un chimiste qui trouve le super procédé zéro émission carbone sur le procédé Haber-Bosch, il a résolu que 4% du problème en fait. Donc bien évidemment qu'il faut aller, et de plus en plus la chimie par exemple se tourne vers la SHS, on a énormément de projets conjoints ensemble pour essayer de repenser aussi différents modèles qui sont peut-être et très clairement pas optimisés aujourd'hui dans la société. Alors moi j'ai une question qui me tracasse sur le très très long terme, parce que j'ai à peu près compris que l'idée c'est qu'en 2050 la neutralité carbone, ou ce sera peut-être un peu plus tard, mais ce soit d'émettre au maximum 1 tonne par habitant et d'en stocker grâce aux écosystèmes, grâce aux forêts, grâce au sol, 1 tonne en France par habitant aussi. Mais je me dis que ça ne va pas durer éternellement, il y a bien un moment, peut-être en 2100, 2200, où ces forêts vont plus pouvoir continuer à stocker éternellement, où il va falloir peut-être remettre par du CCS ou par différentes technologies, ce CO2, il va bien falloir le remettre dans le sol d'une manière un peu plus définitive. Donc je me demandais combien de temps on a. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à stocker, à supposer que ça s'arrange un peu, on a compris que c'était difficile, est-ce qu'on va pouvoir stocker durablement jusqu'en 2100, jusqu'en 2150 ? Est-ce que ces systèmes, ces terres, ces prairies, ces forêts vont pouvoir continuer à capter, ou est-ce qu'il y a un moment où on va se dire ça ne va pas plus pouvoir augmenter? Voilà ce qui me tracassait comme question. Ouais, je vais répondre sur la prairie, je l'avais déjà dit ce matin, mais je vais le répéter. 10 millions d'hectares de prairies permanentes en France. Le site EPA, que vous connaissez tous, a revu complètement ces chiffres. Jusqu'à maintenant, on disait que les prairies stockaient 2 tonnes de CO2. Attention, il faut faire gaffe, est-ce qu'on parle en carbone ou CO2? C'est jamais simple. Là, je vous parle en CO2. Globalement, les références étaient 2 tonnes de CO2 par hectare et par an. Fois 10 millions d'hectares, ça faisait 20 millions de tonnes. Ça commence à jouer dans le game, comme on dit. Hein, sauf qu'on est passé de 20 millions à presque zéro. Justement parce qu'en fait, les systèmes biologiques ne montent pas jusqu'au ciel. Et à un moment, ils arrivent à l'équilibre. Et aujourd'hui, globalement, les prairies permanentes en France sont à l'équilibre, sauf les nouvelles. Mais personne ne fait de la prairie permanente, parce que produire de l'herbe, pourquoi faire? Ça n'intéresse pas grand monde. Donc sur la partie agricole, le stockage carbone, paradoxalement, se fera dans les sols qu'on a sabotés depuis 50 ans. Voilà. Et en fait, tous les sols qu'on a dramatiquement diminués en matière organique, aujourd'hui on connaît les itinéraires techniques qui vont nous permettre de stocker du carbone. Donc en gros, et c'est là que c'est terrible, c'est qu'aujourd'hui on finance les flux de carbone, mais on ne finance pas les stocks de carbone. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont bien travaillé, qui ont gardé leurs prairies, on va dire, d'un point de vue additionnel, ça ne sert à rien, donc on ne va pas vous financer. Donc qu'est-ce que font les paysans face à ça? Ils retournent les prairies. Donc on est aussi dans une logique de régulation qui n'est pas complètement claire. Et ça, la question des flux et des stocks, c'est vachement important en carbone. En tout cas, dans le secteur agricole, on finance les flux, on ne finance pas les stocks. Oui, alors moi par rapport à la forêt, donc on est vraiment dans le temps long, mais on est aussi dans une urgence en fait d'adaptation. Donc moi j'ai envie de dire que l'idée de stocker au maximum et combien de temps ça va durer, enfin j'ai pas envie de prendre ce pari-là parce que je pense que c'est un pari qui est plutôt risqué pour la société parce que enfin, ça veut dire aucune action pour adapter non plus, quoi. C'est quand même un vrai problème. Et puis après l'adaptation pour le coup, ça dépend des zones. Il y a des zones qui sont quand même fortement affectées là, par les dépérissements, qui se déstockent fortement. Hein. C'est ces zones-là qu'on voit en rouge derrière. C'est pas nous qui choisissons de les mettre en rouge, hein, on les subit. Derrière il faut agir et elles vont redevenir puits pendant un moment. Hein. Ça va faire comme en Aquitaine en fait. Donc c'est pas quelque chose d'aussi simple que ça en fait. C'est pas une solution. Après, je pense qu'il y a quand même une gestion des surfaces qui est vraiment importante. Enfin,
Là, sur les aspects artificialisation, là, il y a quand même eu des choix qui sont en train d'être peut-être un peu chahutés. Mais finalement, il y a aussi, effectivement, dans les sols agricoles, un potentiel à stocker quand même plus de carbone dans des pratiques un peu nouvelles. Il y a des possibilités de transformer aussi des sols en sols forestiers, où là, il y a une dynamique très lente, mais avec un énorme potentiel de stockage. Et alors, je suis bien d'accord, c'est que les stocks, ils sont pas rémunérés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pris conscience, on parlait de santé avant, mais on a pris conscience de l'importance de la qualité de nos sols pour la santé des forêts. Mais ils ont une importance cruciale aussi au niveau carbone, parce qu'ils contiennent largement autant de carbone que toute la biomasse aérienne et racinaire qu'on a. Donc, je pense qu'on n'a pas complètement non plus tout trouvé. Mais par contre, moi j'ai plutôt quand même l'idée que dans le système, réfléchir à juste ces écosystèmes naturels comme stockage et pas du tout aussi comme cycle pour avoir des matériaux renouvelables. Et je pense que c'est quand même une erreur. Il faut arriver à réfléchir le système en entier, pas faire autrement. Bonsoir, merci à vous quatre pour vos interventions. Moi, je reviens encore sur l'idée du politique et dialoguer avec les politiques de manière générale. Je voulais savoir si pour vous, la problématique, elle est de l'ordre du temps, on n'accorde pas assez de temps à ces conversations, à ces échanges, si c'est la question de la connaissance, du partage de connaissances, de la posture que les gens qui échangent entre eux adoptent. Et au-delà de quel est le problème, c'est surtout dans un monde utopique, de quelle manière on pourrait pallier ce problème, pardon, parce que ça revient quand même beaucoup, et je suis persuadée qu'il y a des solutions quelque part. Donc d'après vous, où seront-elles? Moi, je peux compléter mon témoignage sur mon expérience, c'était sur l'adaptation. Et autant sur l'atténuation, fermer une usine, ça se voit très vite, et en politique qui prend la décision, ça se voit tout de suite, et on peut communiquer et dire j'ai fermé une usine et j'ai réduit les émissions de tel gaz, on va dire. L'adaptation, c'est surtout quand c'est des décisions courageuses, qui sont de l'adaptation planifiée et transformante, c'est des décisions qu'on prend aujourd'hui pour des effets qu'on va voir quand tous les mandats politiques seront fichus. Et donc, ça n'intéresse personne de prendre une décision d'adaptation qui va avoir des effets quand tous les politiques en place auront terminé leur mandat depuis belle lurette. Donc ça, c'est une difficulté. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris par les échanges que j'ai eus dans ces sphères-là. C'est l'incompatibilité entre le temps politique et le temps de la manifestation de l'efficacité d'une transformation pour adapter une filière, pour adapter... Voilà, il y a des choses visibles, par exemple, il y a une canicule, une sécheresse, une région de France qui n'arrive pas à produire du fourrage. Ben ça, on peut tout de suite mettre en place des aides pour que les camions transportent la paille là où il y en a besoin. Ça va se voir et on va pouvoir le dire. Voilà, ça c'est de l'adaptation réactive. Et là, on sait faire. Mais tout ce qui est sur le temps long, en fait, c'est des temps qui ne sont pas compatibles avec les mandats politiques, quoi. Donc j'ai pas de solution. J'ai identifié que ça, c'était un blocage, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a une question de mettre une responsabilité, même après mandat, qui est envisageable? Je fabule, mais je pose la question pour savoir ce qu'on en pense. Alors, vous avez ici des gens, soit des gestionnaires, des chercheurs. Alors, moi je pense qu'il y a déjà quelque chose d'important. Notre rôle, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, c'est pas uniquement faire des diagnostics. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on le dit. C'est déjà on peut se dire qu'on outrepasse parce que on nous dit toujours la science doit être neutre. Foutaise. La science n'est pas neutre, en fonction de ce qui est financé, etc., etc. Moi, je partage un peu ce que ma collègue dit, je vais essayer d'être un peu plus optimiste. Je pense qu'en local, vous avez, à l'échelle de la communauté de communes, à l'échelle du département, vous pouvez avoir un certain nombre d'actions qui se font. Moi, je parle par exemple sur la question alimentaire.
On voit que le pilotage à l'échelle nationale, la loi Egalim, vous avez peut-être entendu parler de la loi Egalim, qui impose 50% de produits de qualité en restauration hors domicile, c'est un gigantesque flop. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est à l'échelle nationale. À l'échelle locale, ben, vous avez des collectivités qui se prennent en charge et qui disent « nous, on va faire des choix politiques et on va arbitrer dans le périmètre de mes compétences ». Donc, je pense que en local, on arrive à faire des choses et on arrive à faire des zones d'expérience qui peuvent apprendre aux autres territoires. Et on peut espérer que ces innovations territoriales remontent. Une espèce d'innovation ascendante territoriale portée par les acteurs. Il y a plein d'exemples. Après, il faut que ça percole tout en haut. Et j'oublie pas qu'on a aussi un vrai problème dans nos politiques, c'est qu'en fait, il n'y a pas un pays européen qui pense la même chose. N'oublions pas l'Europe. On serait même, nous, d'accord en France pour porter un scénario XY, parlons de la politique agricole commune. Je vous rappelle que la politique agricole commune, c'est la seule politique totalement intégrée européenne. C'est la seule. Toutes les autres, politique de santé, politique de défense, il suffit de regarder, hein, et ben, même sur la politique agricole commune, on n'est pas foutu d'être d'accord. Si demain, moi, je dis il faut arrêter les aides à l'hectare pour passer à des aides au travail, ou à l'environnement, ou au carbone, ben j'ai au moins la moitié des pays européens qui ne vont pas me suivre. Donc on a un problème d'articulation locale, nationale, et on a un problème d'articulation nationale et européen. Le SGPE, le secrétariat général de planification écologique, avait fait un superbe travail, mais formidable, hein. Ça n'existe pas à l'échelle européenne, par exemple. Donc, soyons positifs. Vous avez peut-être tous envie d'être président et ministre, mais déjà, l'action locale, il y a des choses à faire dans l'action locale si on veut faire bouger les choses. Alors après, on fait à la vitesse et à laquelle, et c'est forcément frustrant. Est-ce que vous pensez qu'en croisant l'ensemble des domaines dans lesquels vous travaillez, il faudrait rajouter l'industrie, enfin, etc., la santé et autres, et compte tenu du champ de contraintes de chacun des domaines, est-ce qu'on a beaucoup d'alternatives en termes de solutions? Est-ce que derrière, il n'y a pas finalement pas grand-chose à faire comme choix, sachant qu'il y a le choix qui serait bon de faire et le choix qu'on est prêt à accepter de faire? Oui, oui. Moi, je crois que ça a été dit hier, hein, c'est d'abord la sobriété. Voilà. Une sobriété, ça ne veut pas dire décroissance. Il faut choisir les axes sur lesquels on veut aller. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, dans le domaine qui est le mien, aller dire à un petit groupe industriel de taille mondiale que tout le monde fait, il va falloir faire ça, 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 quelle légitimité a un gouvernement de dire à une multinationale donc on a, honnêtement, je pense que les scientifiques, on a je dis pas qu'on sait ce qu'il faut faire parce qu'il y a des incertitudes, hein, mais on sait ce qui pourrait être fait. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire ce chemin, comment on entame le chemin, avec qui et qui est partant pour ce chemin. Et ça, j'en ai parlé ce matin sur les scénarios ADEME. Il y a des scénarios qui fonctionnent assez bien, mais on sait qu'ils sont systémiques et s'il y a un morceau qui ne marche pas, tout le reste ne marchera pas. Moi, ce que je veux bien rajouter, parce que effectivement les scénarios ADEME étaient intéressants, c'était la première prospective qui mettait en fait tous les secteurs ensemble. Le GBE est allé plus loin, a fait un travail encore plus poussé, avec une interaction plus forte, je pense, avec chacun des secteurs. Donc c'est vraiment très consolidé. Je trouve qu'ils ont fait récemment cet été un bilan sur le bouclage biomasse, hein, qui montre que ça ne boucle pas pour le coup. Je pense que c'est assez consolidé d'ailleurs comme bilan. Pour la partie prospective, en fait, concernant plutôt la forêt, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'avec Carbone 4, en fait, il y a la prospective qui a été faite, il y avait un scénario pro-techno et un scénario sobriété. Le scénario sobriété, c'est celui qui consomme le plus de bois, en fait. Mais globalement, il y a un essai de bouclage, qui est quand même pas mal, mais avec des énormes efforts partout, quoi. Donc j'ai dit tout à l'heure,
sur les biocarburants, là c'est carrément, on dit pas de biocarburants, il y a un effet sur la récolte supplémentaire, alors l'ONF dit non, mais il y a dans la prospective récolte supplémentaire, il y a une partie sur vraiment innovation, sur mettre plus de bois matériaux dans les récoltes qu'on a, et puis on imagine voilà, qu'on va pouvoir être beaucoup plus efficace sur les déchets. Et à la fin c'est quand même très dur, et à la limite chaque spécialiste du truc dit non mais là c'est pas possible. L'hypothèse que vous avez sur mon truc, c'est pas possible. Donc on sent que c'est très difficile et très voilà. Mais par contre, il faut quand même faire un bout du chemin. Et puis dans le bout du chemin, enfin, il y avait un travail qui avait été fait sur l'empreinte des Français. Globalement, il y a un tiers du travail qui est à faire au niveau plutôt politique et gouvernement, alors nationaux ou locaux, effectivement avec différents niveaux d'efficacité, mais il faut aussi du national pour la partie peut-être réglementaire. Et puis après, il y a toute une partie des sociétés qui doivent aussi se prendre en main. Alors il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans les responsabilités environnementales, en fait, le CSRD, des choses comme ça, qui vont peut-être les obliger un peu à réfléchir et à faire des stratégies un peu plus proactives là-dessus. Et puis les citoyens aussi, parce qu'on a notre effet, et on a un tiers à peu près de l'effet attendu. Hein. Il faut qu'on le porte nous-mêmes, alors en changeant peut-être nos modes de transport, notre alimentation, enfin, on a plusieurs leviers hein, pour le faire, mais je pense que ça va être dur pour tout le monde. Alors moi, pour le domaine que je représente, le Graal, ce sera vraiment de pouvoir recycler au maximum. Recycler le plus possible, de manière à reculer le stade ultime où on va finalement brûler, parce que les forêts, les écosystèmes et le temps de reprendre le système à l'équilibre. Ça, il y a des choses simples qu'on pourrait mettre en place, des choses que j'ai du mal à comprendre. On discutait par exemple tout à l'heure, il suffit de prendre le recyclage des plastiques. Pour un même plastique, on a une difficulté, si on peut avoir des plastiques de différentes couleurs. Ça pose problème parce qu'il faut trier par couleur. Mais par exemple, quand on a une bouteille d'eau, qui a un color, une bouteille de Perrier qui va être verte, une autre bouteille qui va être rouge, pourtant c'est le même polymère et ça pose problème. Il y aura des choses simples à faire déjà, de dire non, toutes les bouteilles sont incolores. On enlève déjà un problème technologique. Donc moi j'ai un peu de mal à comprendre parfois qu'on ne prenne pas ce genre de décision. Effectivement, je pense que derrière il doit y avoir des lobbies, des choses comme ça. Il faut arriver à passer au-dessus de ça. Pour la partie recyclage, c'est crucial. Et ça faisait partie des hypothèses très fortes, avec une hypothèse aussi de réemploi. Et pour le coup, alors il y a les plastiques évidemment, mais il y a le bois aussi. Et le bois, en fait, ce qu'il a de magique, c'est qu'en fait, il est capable d'avoir une première vie en matériaux. Bon, évidemment, on parle toujours de la charpente, hein. On est très attaché peut-être à ces usages-là, ou enfin d'autres usages matériaux. Et après, quand il est recyclé, donc en espérant qu'il reste le plus longtemps possible dans sa vie de matériaux premiers, il peut être déchiqueté, mis dans des panneaux. Et là, il peut avoir une durée de vie quasiment aussi longue que la première durée de vie. Et puis à la fin, on va peut-être le brûler quand même, mais pour valoriser. Et en fait, quelque part dans ces usages-là, on aura 3 fois utilisé le bois pour remplacer autre chose. Et ça fera 3 économies sur la même biomasse. Alors après, de toute façon, on n'a pas que du bois matériau qui va faire, voilà, qu'on va pouvoir faire 3 fois. Mais si déjà ce qu'on peut faire 3 fois, on peut le faire, ce serait déjà bien. Et puis dans les bois industrie ou même le bois énergie, on peut réfléchir aussi à ce genre de... Moi, j'avais une question en plus. Vous dites qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, et j'imagine que chacun veut sa part du gâteau là-dedans. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va devoir arbitrer sur l'utilité de l'usage et par exemple arbitrer sur, je prends un exemple, mais voler en avion ou se nourrir. Alors, vous avez tous vu, vous voulez rire 5 minutes, vous tapez sur YouTube, Léa Salamé, Jean Covici, France Inter. Vous l'avez tous vu, hein. Jean Covici qui se fait un peu provoquer et qui dit globalement à la louche, pas plus de 4 voyages en avion. Et Léa Salamé dit, par an. Non, sur une vie. Et là, vous regardez la tête de Léa Salamé, j'ai rien contre elle, hein. Elle ne comprend pas ces sujets, c'est normal. Non, mais non, c'est pas du mépris. C'est pas du mépris. C'est un sujet compliqué, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui lui dit, tu prends l'avion 10 fois par an, je te le propose de 4 fois, non, pas par an, sur une vie. Enfin, le cerveau n'est pas câblé pour ça. Et par ailleurs, on le sait, les plus gros utilisateurs d'avions aujourd'hui, c'est qui? Désolé les jeunes, hein.
c'est les 25-35 ans qui utilisent l'avion pour faire un Paris-Barcelone pour passer le week-end. Alors pas vous, hein. Vous êtes parfait, vous. Hein, non mais, donc en gros, la question des usages, c'est une question démocratique. Qui décide et comment on décide? Moi aujourd'hui, je n'ai pas la solution. Je pense que, et d'ailleurs, il y a quand même une solution. Rappelez-vous, il y a eu la Convention climat avec les citoyens. On a mis 150 personnes qui ne comprenaient rien au sujet. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a formés. On les a payés pour qu'ils restent. Hein. On les a formés, et au bout de 6 mois de formation, on leur a demandé, sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous feriez? Sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous feriez? Et ils sont tombés d'accord, quasiment à 95%, sur les décisions. Qu'est-ce que Macron a retenu de la Convention citoyenne? Sur les 150 propositions, il en a retenu une. Voilà. Donc, même quand on a une approche démocratique, on n'y arrive pas. Donc, comment on fait? Après, y en a qui balancent des pots de peinture sur un tableau, qui sont appelés éco-terroristes, et qui viennent en Grande-Bretagne de prendre 2 ans de prison. Donc, ça devient compliqué, même quand on a 25 ans et qu'on veut faire changer les choses. Alors moi, vieux con, vous imaginez. Il y a quand même un changement de mentalité quand même, qui s'opère, parce que moi je le vois, je suis rentré au CNRS en 2002, c'est vrai qu'on voyageait beaucoup. Et on voit les jeunes, au fur et à mesure qu'ils arrivent, des mentalités changer, et des jeunes qui refusent, par exemple, d'aller faire, je peux comprendre, un tel congrès à l'autre bout de la planète, pour ne pas prendre l'avion, etc. Et donc on voit que ça change quand même, et on voit même dans certains laboratoires, où on a carrément des... Alors c'est pas le cas de notre laboratoire, on a des collègues à Poitiers où c'est ça. Vous avez vos crédits récurrents, mais vous avez aussi un crédit CO2. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, à l'année, tu as le droit à tant de CO2 pour tes recherches, te déplacer, l'avion, etc. Du moment où vous avez atteint ce crédit, on l'arrête. Ça, on n'entendait pas du tout parler avant. Et ça, c'est vraiment des choses, et je vois bien que dans la jeune génération, c'est des choses qui changent très très vite en ce moment. Tout à fait. Je trouve qu'on, c'était un peu le sujet d'introduction de la conférence, mais je trouve qu'on a eu un angle d'attaque qui est très carbone, comptabilité carbone. Et pour moi, ça reste un indicateur de mesure. C'est pas du tout apte à prendre l'ensemble des enjeux écosystémiques en compte. Est-ce que vous y voyez des freins sur certains pans d'action, notamment au niveau de l'agriculture, de la foresterie ou même de la chimie en fait? Est-ce que c'est pas prioriser certains pans de la recherche ou des actions qui ne devraient pas être? Je ne peux aller que dans ton sens. C'est la seule chose, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a réussi à monétariser aujourd'hui. À partir du moment où vous ne monétarisez pas quelque chose, vous n'existez pas. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de réussir à internaliser les externalités. C'est joli comme ce que je viens de dire là. Hein, c'est formidable. En fait, c'est l'enjeu majeur, c'est de faire rentrer maintenant dans la monétarisation autre chose que le carbone. Parce que je pense que si on fait que une analyse carbone, on va dans le mur pour plein de sujets. Donc il faut qu'on arrive à monétariser ou pas monétariser, parce qu'en fait, il y a plusieurs... Soit on taxe, soit on incite, soit on interdit. Réglementation, finance. Ben, peut-être qu'il faudrait qu'on soit un peu courageux et que sur certains sujets, on interdise, et on le fait, hein, sur plein des zones, espaces naturels sensibles, etc. Mais très clairement, la base de tout projet politique devrait être passée au crible des 9 limites planétaires. Voilà, c'est pas très compliqué. Il y a un gars qui se présente, je passe son programme au crible des 9 limites planétaires. Je te rassure, il n'y en a pas beaucoup qui passent. Ouais, vous m'entendez? Voilà.
J'ai pas de questions. Je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête. Donc j'ai des remerciements pour vous, parce que je pense qu'on a réussi à faire... c'est encore un autre éclairage sur le sujet. Si on n'était pas convaincu que c'est complexe, on serait pas là. Et là, on l'a encore un peu plus compris. Merci à vous. Je pense que Christine, on aura encore plein de questions pour demain. On en aura encore plein. Puis en plus, la nuit va porter conseil. Donc on va en trouver encore. Donc merci à vous. Merci.